On les nourrit 2 fois par jour d'orge, de sonderie, de pulpe de betterave. Ces frais de bouche sont très coûteux. Un éleveur estime aujourd'hui qu'il nécessite mensuellement une somme correspondant à environ 40 ou 50 euros. Ce régime alimentaire se différencie sensiblement de celui des bœufs de labour, nourris principalement avec de la paille de riz. Un taureau dans la force de l'âge, c'est-à-dire de 5 à 8 ans, peut ainsi peser 500 voire 700 kilos. Sa hauteur au garrot atteint 1,50 m, alors que celle des bœufs avoisine 1 mètre. Les noms que l'on donne à ces compétiteurs témoignent de leur force ou de la fortune qu'on leur souhaite. Palangue, panthère, camard, ceinture, puissance, radar, gardien de la route, bachou, vas-y, Nowruz, nouvel an. Les combats se déroulent en général à la fin de l'été ou dans le courant de l'automne, quand les travaux agricoles sont achevés. Sauf si cette période coïncide avec les mois de deuil des 2e et 3e imams du chiisme ou avec le ramadan. À vrai dire, les plus passionnés prennent leurs aises avec ces contraintes et organisent des combats pendant toute l'année, y compris pendant les mois interdits. Ces réunions dérobées drainent bien sûr un public beaucoup moins nombreux que les grands combats de septembre ou octobre, qui réunissent habituellement des foules de 3 à 4 000 personnes autour du Sabz Meydan, littéralement de la place verte, c'est-à-dire du pré commun utilisé comme arène. Hommes et femmes, ces dernières en bien moindre nombre, viennent assister au spectacle. Seuls les supporters les plus mordus prennent le risque de s'installer autour de l'arène à proximité de l'espace de vérité, défendu par des gardiens de la place, armés de longues verges de mûrier. Vous voyez là, ce gardien de la place, c'est une photo du début du XXe siècle, avec les jeunes qui grimpent sur les arbres qui entourent l'arène, les spectateurs les plus âgés s'installant, eux, sur le talar, sur la véranda à l'étage supérieur d'une maison proche. Pendant que la foule s'attroupe, on prépare dans les coins opposés les combattants que l'on a fait jeûner depuis la veille pour les rendre plus légers et hargneux. Tandis que dans le Valais, on lime les cornes des rennes qui vont combattre pour que les bêtes ne puissent pas trop se faire mal en lacérant l'adversaire, au guilan, au contraire, on les aiguise avec du verre, une toile émerie ou un couteau, pour les rendre plus perforantes et performantes. On avait l'habitude de les frotter avec de l'ail pour exciter l'humeur belliqueuse des taureaux. Enfin, au fil des préparatifs, on recourt à divers procédés propitiatoires pour mettre toutes les chances de son côté et écarter le mauvais œil. Naguère, le propriétaire écrasait un œuf sur le front de son taureau et il lui arrive encore de nos jours d'attacher un sachet contenant une prière au garrot de son animal. Comme les rencontres de boxe, les Varzajang, les combats de taureaux, comportent plusieurs combats, jusqu'à 10 dans les grandes circonstances. Propriétaires et managers s'entendent pour faire s'affronter des taureaux de poids équivalent, mais il n'existe pas, comme pour les rennes valaisannes, et sans doute valdôtaines, comme cela nous était montré tout à l'heure, de classement en catégories. En cas de blessure grave, de défaite rapide, le coin du vaincu ne manque pas d'incriminer la malhonnêteté des adversaires qui ont dissimulé le poids réel de leur champion. Au fil des rencontres s'est établi un palmarès avec ces vedettes adulées capables de battre des concurrents pesant pourtant 100 kilos de plus qu'elles. La cote des concurrents rejaillit sur la pratique marginale associée au combat et qui en rehausse le piment émotionnel, le pari. Les rapports ne sont pas les mêmes pour le favori et pour l'outsider qui débute dans la carrière. Il varie par exemple du simple au double. L'intensité et la longueur des préparatifs contrastent avec la brièveté du combat qui dure quelques minutes. Les deux compétiteurs sont amenés au centre de l'arène par leurs propriétaires qui les mettent face à face et les incitent au contact. Après cet échauffement, on retire les longes et les deux concurrents sont placés à 1 mètre de distance. Encouragés par leurs maîtres respectifs qui restent à proximité, par leur pays et par les parieurs, les deux taureaux s'affrontent au sens propre jusqu'à ce que l'un soit mis en fuite
ou blessés. À la fin du match, on fait les comptes. La recette, proportionnelle au nombre d'entrées, est répartie entre les propriétaires des vainqueurs et des vaincus et le matchmaker. Le maître du gagnant perçoit une somme double, voire quadruple, si la popularité de son champion le justifie de celle attribuée à son adversaire malheureux. Et donc, on soigne également les blessés, sauf si les blessures sont trop graves, auquel cas on remet le taureau blessé au boucher, resabi, et donc avec cette viande-là de calva salé, de taureau et de veau avec ses bouchers spécialisés. Et si les blessures sont soignables, on prépare rapidement une mixture de jaune d'œuf et de curcuma que l'on applique sur les plaies, ou encore on applique des médicaments désinfectants, notamment de la bétadine, qui est ainsi devenue depuis quelques années l'auxiliaire obligé des éleveurs. Donc il s'agit de l'emblème par excellence de la culture agonistique régionale, et contrairement au sport, cette activité n'a pas engendré la création d'un cadre spatial, temporel et organisationnel autonome, peut-être comme c'est le cas aujourd'hui au Val d'Ost. Le combat se déroule dans un espace, en l'occurrence un pré, qui n'a pas été aménagé spécifiquement. Le rythme des rencontres est étroitement dépendant du calendrier des travaux et des cérémonies. Rien de comparable pour le combat de taureau au Guilan, aux 25 articles du règlement qui fixent pour les combats de rennes valaisans le diamètre de l'arène, l'horaire des matchs, le classement en catégorie, etc. Mais au-delà de l'effervescence sensible qu'il suscite, pourquoi les Guilanis se passionnent-ils tant pour ce spectacle? Comment les pouvoirs, toujours soucieux de contrôler ou d'utiliser les engouements populaires, ont-ils composé avec cette pratique? Le taureau est une métaphore. L'animal engagé symbolise l'identité locale et l'on soutient parfois violemment ce représentant de l'honneur du hameau ou du village. Mais les attitudes du taureau se prêtent surtout à penser celles des individus, et le combat de taureau apparaît à bien des égards comme un double animalier de la compétition entre les hommes. Pour les gens du Guilan, ces animaux de combat sont les modèles d'une bonne humanité virile, faite d'un mélange de bravoure et de ruse. Le champion est à la fois ravi, fort, et zérang, malin. On se moque du lâche qui refuse le combat, une attitude qui rejaillit sur l'honneur de son propriétaire. On n'a guère d'admiration non plus pour le balourd, qui ne triomphe que grâce à la supériorité de son poids. D'ailleurs, on comparera une brute obtuse à un taureau de ce style. L'animal lâché dans l'arène ne se prête pas seulement à penser une virilité achevée. Certaines de ses attitudes s'offrent comme des caricatures de comportements excessifs, matamoresques et vantards. À l'individu qui est inutilement agressif et provoque les autres parce qu'on lui a monté le bourrichon, on dira volontiers sous forme proverbiale « on t'a frotté les cornes avec de l'ail et on t'a jeté dans l'arène ». Autrement dit, tu t'es bien fait avoir, quelqu'un t'a excité pour se servir de toi. De même, on traitera un enfant excité de cale, de taureau, un taureau à l'état brut pour ainsi dire. La représentation positive de l'homme fort et malin domine cependant. Les filles et leurs pères ne s'y trompent pas si l'on en croit les contes. Une histoire qui m'a été rapportée à plusieurs reprises narre que le maire d'un village avait la plus belle fille qui fut. Ses deux cousins germains, il y a un mariage préférentiel avec le cousin germain, le fils du frère du père, en étaient également épris. Pour les départager, on leur demanda d'organiser un combat de taureaux entre leurs deux taureaux respectifs. Au propriétaire du vainqueur fut promise la bien-aimée. Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes tauromachiques possibles si les autorités politiques et religieuses ne venaient pas entraver depuis des lustres le libre exercice de la pratique. Les condamnations et les interdictions, au nom de l'ordre, des bonnes mœurs et de la répression de la sauvagerie, rythment l'histoire des jeux taurins au Guilan comme ailleurs. Mais parallèlement, ici comme ailleurs aussi, ces pratiques festives et effervescentes, chères aux populations, ont pu être utilisées par les puissants et les grands pour asseoir leur prestige. Ce mouvement de balancier au fil du temps
est perceptible à travers les bribes de documents dont nous disposons et rappelle les oscillations entre répression et encadrement des pouvoirs en Occident face à des spectacles similaires. Comme les rois d'Angleterre interdirent à plusieurs reprises le folk football pour sa brutalité, et comme le pape Pie V condamna en 1567 dans sa bulle De Salute Gregis Dominici les courses de taureaux pour les périls du corps et de l'âme auxquels elles exposaient, les chats, les empereurs et les olamas, les docteurs de l'islam, multiplièrent au fil du temps les mesures réprouvant et réprimant les combats de taureaux. Il ne s'agit pas de sensibilité animaliste, mais il s'agit des désordres provoqués par ces rassemblements, par la violence des affrontements, mais surtout le jeu d'argent furent les cibles privilégiées des interdictions et des rappels à l'ordre. Sur un mur de la mosquée, ça c'est les soins avec du curcuma et du jaune d'œuf, sur un mur de la mosquée du Vendredi de l'Aïdjan, l'ancienne capitale provinciale, figurait une inscription que j'ai encore vue il y a quelques années, sculptée dans la pierre, qui reproduisait un édit pris par l'empereur Shah Sultan Hossein Safavi en mai 1695. On peut y lire que le roi demande fermement au gouverneur local d'appliquer les règles de la religion, l'importance des transactions des maisons closes, des établissements de jeu, des échoppes de vendeurs de stupéfiants et de bières étant considérables. Il est rappelé que les hautes autorités, les olamas et les faris, les théologiens, considèrent ces pratiques comme d'éternels anathèmes. Parmi les autres pratiques répréhensibles qui doivent être interdites et faire l'objet de punitions conformément à la loi islamique, figurent le vol de pigeons, le cours aux loups, courir après les loups, et nous y voici la détention de bovins, de béliers et d'autres animaux en vue de combats qui provoquent toutes sortes de désordres et de corruption. Tout cela est déclaré interdit et des envoyés doivent se rendre partout pour faire connaître cet édit. Cette interdiction solennelle n'aboutit pas pour autant à une régression durable de la pratique. Les dynasties qui succédèrent aux Safavides, donc après le XVIIe siècle, ne prirent aucune mesure pour faire exécuter les édits de leurs prédécesseurs. En revanche, lors de la Révolution constitutionnelle, un mouvement nourri par la contestation religieuse au début du XXe siècle, l'Assemblée locale du Guilan déclara que les combats de taureaux étaient contraires à la loi coranique. Entre ces épisodes de sursaut moral et religieux, l'organisation des combats de taureaux, des manifestations importantes à tout le moins, semble avoir été prise en main par les notables et les grands, soucieux d'affirmer leur pouvoir auprès du peuple et par leur évergétisme et d'honorer leurs hôtes de marque par ces rites spectaculaires. De somptueux combats de taureaux étaient ainsi organisés lors des mariages ou des visites de grands personnages. Et donc le vainqueur d'ailleurs du combat et son propriétaire se voyaient offrir des cadeaux par le maire du village ou par le plus grand personnage présent. Et sur le chemin du retour, d'ailleurs, accompagnant l'animal, les hommes chantaient « Que Dieu donne bonheur aux amis, aux quatre audaces », c'est-à-dire au maire du village. Cet évergétisme notabiliaire s'effrita au cours de l'évolution des structures sociales, scandée par la réforme agraire de 1962, et plus généralement la pratique recula sous l'effet de la modernisation de l'agriculture.